Work. C'est bon. Je suis voilà, administratrice. Donc, voilà, c'est avec un autre angle que je me présente à vous et je suis ravie. Et puis, à l'époque, j'étais seule. Et aujourd'hui, nous sommes deux. Donc, Clara qui est là et moi, Laura. Voilà, est-ce que tout est OK côté visio? Oui, bon ça a l'air. Ouais. Oui. Merci, Laura. Parfait. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu tous ensemble. Ça pourra faire office de icebreaker pour casser la glace, s'il y en avait. L'idée, c'est qu'avec l'humeur que vous avez ce matin, donc soit pleine forme, soit petite forme, soit voilà, avec l'humeur que vous avez, de penser au mot pomme, de fermer les yeux et de le dire avec force ou pas trop de force, comme vous avez envie de le faire, de le dire très fort, de garder les yeux 2 secondes fermés et de réouvrir les yeux. Je vous propose de commencer. Pensez au mot pomme, fermez les yeux et dites-le avec fort ou pas fort, comme vous avez envie de faire. En visio, ça marche aussi. Hein. Pomme. 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 Pomme, pomme, pomme. Alors, il ne se passe pas grand-chose en vision. On ne vous a pas entendu. Mais ça doit être que les micros sont coupés. Oui. Pomme. Très bien. Et donc, la question au jeu, c'est de vous poser la question à quoi vous avez pensé en disant ce mot voilà, ce matin. À quoi ça vous a fait penser? Apple. La couleur. Ouais. La couleur pomme. Verte. Une pomme verte, oui. Oui, vert pomme, oui. Le côté brillant. Ouais. À manger des pommes. OK. L'énergie. À la nature. OK. Super. C'est intéressant parce que du coup, vous raccrochez chacun votre symbolique, en tout cas, de ce mot à vos activités. Hein, Isabelle, à la nature, Audrey, au brillant. C'est intéressant, du coup. Oui. Je vais retravailler le jeu parce qu'il y a autre chose à chercher. En tout cas, ce que je voulais, moi, vous faire trouver, puisque c'était un peu orienté quand même, c'est vous faire trouver effectivement cette fameuse marque à la pomme. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah. En plus, je suis devant l'écran, ça ne va pas aller. Super. Comment tu as fait? Juste appuyer. Juste appuyer. Super. Voilà, excusez-moi. Donc, effectivement, donc voilà, l'objet, c'était de vous faire penser à ça. En fait, globalement, vous ne l'avez pas tous verbalisé, effectivement, hormis Carole. Néanmoins, aujourd'hui, on a fortement, quand on pense à la pomme, on a fortement ça. On pense aussi potentiellement à la ville de New York, mais on a aussi beaucoup cette fameuse marque informatique qui est aujourd'hui mondialement connue, reconnue et qui fait partie de nos univers. Là, ce que vous avez à l'écran, hormis vous donner la bonne réponse, c'est l'évolution des logos de cette marque depuis 1976. Alors là, vous voyez peut-être qu'il y a un pommier avec une pomme et une personne dessous. Voilà, donc la pomme était déjà là au départ et l'ambition a été d'en faire un logo comme on l'a aujourd'hui sur nos appareils. Tout ça pour vous dire que, en fait, la raison d'être d'Apple, et ça va être le sujet ensuite qu'on va aborder ensemble, la raison d'être d'Apple qui est passée à travers Steve Jobs, c'est vraiment de faire rêver les gens. Donc, il avait vraiment quand il a créé sa structure dans son garage, l'objet, c'était vraiment ça. C'était pas seulement de construire un autre ordinateur. Il y avait vraiment une ambition de faire rêver les gens et pas de prendre les acheteurs d'ordinateurs comme des simples consommateurs.
Et donc, lui, il pensait qu'il avait une forte conviction personnelle de se dire tout le monde ne peut pas l'acheter. Lui, il faut vraiment avoir envie d'être pensé différemment pour pouvoir acheter ça. Ça peut être prétentieux, c'est l'objet d'une raison d'être, elle a le droit et plus elle est ambitieuse et peut-être potentiellement plus elle est prétentieuse, plus forte elle sera et plus forte elle va durer. Donc, c'est pas grave si on est un peu prétentieux à ce moment-là. C'est aussi comme ça que les chefs d'entreprise arrivent à faire durer leurs entreprises. Les valeurs Non, pardon. Ça veut dire... Voilà. Les valeurs de la marque sont l'accessibilité, l'environnement. Déjà, à l'époque, il avait l'ambition, enfin, ils avaient, parce qu'ils étaient plusieurs. La confidentialité. Donc, aujourd'hui, vous savez que quand on a un produit Apple, on est tout fermé. Hein, c'est ce que disent les pros Android. Donc, voilà, on est complètement confidentiel. Et puis, cette fameuse responsabilité vis-à-vis des fournisseurs. Alors, OK, il y a des choses qui se discutent, hein, sur l'environnement, la pollution, les batteries, les trucs, on est OK. Néanmoins, globalement, si on va en profondeur dans l'histoire de la marque et dans la façon dont ils le travaillent, il y a quand même ça qui sous-tend leur façon de travailler. On ne va pas passer tout le temps sur Apple, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et donc, la mission que la marque s'est donnée, c'est vraiment de faire changer la façon de penser, la façon dont on travaille et la façon dont on communique. Voilà, il y avait faire rêver et du coup, cette mission, c'est changer de façon de travailler. Vous avez peut-être testé un Samsung et un iPhone, un Mac et un PC, et vu que mais j'aime pas travailler sur ton Mac, ça m'énerve, je comprends rien. Ça, ton Apple, je comprends rien, c'est pas pareil, ou l'inverse. On a un moment, alors que en fin de compte, c'est pareil. Au final, enfin, on peut travailler sur les deux ordinateurs, on a la capacité à le faire, mais il y a un moment où il faut quand même avoir une pensée à l'envers. Par exemple, hier soir, Clara me disait, je préfère qu'on garde la souris parce que c'est tout à l'envers sur ton ordinateur. Et effectivement, c'est tout l'inverse. Voilà, il y a cette autre façon de penser, cette autre façon de travailler. Donc, ils ont réussi à nous emmener ici, à voir quand ils sortent un nouveau matériel, parce qu'il y a la queue devant les magasins, en pleine nuit, des queues immenses. Enfin, vous connaissez après le passage à l'acte de l'achat d'un produit Apple, comme ça se passe, et puis cette fierté d'avoir un objet de la marque à la pomme. Et ce dénigrement de dire, ouais, non, mais toi, c'est bon, tu as un Apple, tu m'énerves avec ton Apple. Hein, on a un petit fonctionnement comme ça, qui est pas vrai à 100%, hein, je pousse le très fort, mais en tout cas, il se passe quand même quelque chose, ça ne laisse pas indifférent. Et donc, tout ça pour arriver au positionnement, puisque ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça va s'appeler positionnement surtout. Et donc, eux, ils pensent différemment et ils le disent officiellement, puisque ça vient du départ, mais ils le disent officiellement depuis 1997. Et probablement que ce n'est pas prêt de changer. D'où le thème de la conférence. Voilà. Donc, leur positionnement, c'est ça. Et tout ce qu'ils font, c'est fait pour arriver à ça et pour répondre à ça. Et pour que, voilà. Pour répondre à ça en interne, en externe. Donc, nous, on le vit en tant qu'externe. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé pour Apple, mais nous, on le vit en tant qu'acheteur, consommateur et utilisateur. Mais les salariés Apple, même si malmenés par Steve Jobs, pensent différemment aussi et ont cette presque injonction, parce qu'effectivement, le management était peut-être à redire, mais en tout cas, on leur demande de penser différemment pour aller chercher des choses qui surprennent, quoi. Quand on parle de l'effet waouh, du buzz, tout ça, c'est quand même les rois de ça parce qu'ils cherchent des choses qui sortent de la boîte. Et donc, ce qu'on peut d'ores et déjà retenir de ce petit exemple, c'est qu'en pensant bien à sa raison d'être, en pensant bien à ses valeurs et à sa mission, on arrive à un positionnement qui est en vrai, sincèrement, différenciant
de façon très authentique. Et nous, on va le travailler de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va aller au plus près du dirigeant, au plus près. Tout à l'heure, je disais que comme à soi, j'ai travaillé dans des grosses structures et notamment dans des groupes comme Schneider. Et en fait, je travaillais aussi avec des artisans assez proches. Et comme à soi, c'est aller travailler pour des structures de taille normale, de la TPE à l'ETI, même si l'ETI se rapproche du groupe, mais de taille normale, et d'aller proposer à ces structures-là le même travail qu'on fait pour les gros groupes. C'est vraiment l'ambition que, voilà, après 30 ans d'expérience, je me suis dit que chiche que je le fais, et chiche ça marche. Donc, du coup, on continue. Et du coup, ce que ça provoque, c'est que on obtient une marque qui est de fait inspirante, qui est motivante. Donc là, vous pouvez vous raccrocher à ce que je disais sur Apple. On a le même, les mêmes effets. Ça permet vraiment de se différencier de sa concurrence. Se différencier de sa concurrence, c'est sur la partie offre, sur la partie vente, mais aussi sur la partie collaborateur. On a des personnes de la DRH aujourd'hui. Et donc, on a aussi besoin de se différencier de sa concurrence aussi pour les collaborateurs. Les fameux talents, dont on parle souvent. Un petit temps de latence. Voilà pour ce que je voulais vous donner en préambule. S'agissant donc de l'agence, j'ai commencé à vous en parler un petit peu. Donc, moi, je suis Laura Bernard, 30 ans plus maintenant d'expérience. Effectivement, on peut peut-être mettre ce chiffre à jour. Parce que donc, dans la communication, c'est ma formation initiale. BTS communication, j'ai eu très vite envie d'aller travailler, donc du coup j'ai arrêté là. Puis ensuite je suis revenue à l'école à l'EM Lyon pour finir et me remettre à jour mon niveau de diplôme avec l'expérience. Voilà, ça c'était il y a presque 15 ans. Et donc l'agence existe depuis 2015 et depuis 2 ans avec Clara, on travaille ensemble avec beaucoup de plaisir et beaucoup de synergie. Et voilà, Clara, ici présente, m'a fait du quotidien, que je remercie infiniment, qui elle-même a fait Subdecom. Bonjour. Bonjour. Subdecom Grenoble, du coup, qui a l'avantage d'avoir la mise à jour de tous les diplômes de com que j'ai pu faire. Ou pas, parce qu'elle a eu... moi, je ne suis pas allée au master en communication, mais du coup, voilà, on est très complémentaires là-dessus. Donc, on est là depuis 2015, 2 ans en portage et depuis 2017 en SARL, parce que j'ai eu 2 ans d'entrepreneuriat au féminin d'incertitude. Est-ce que je vais y arriver? Et ça a marché. Voilà. Et puis, nous sommes à Mélan, on intervient on va dire, entre Lyon et Annecy. Donc, on peut faire voilà, le Rhône, l'Isère, Savoie, Haute-Savoie. On aime bien aller avoir un scope assez large. Moi, j'ai vécu dans la vallée de Chamonix, j'ai vécu à Lyon. Donc, pour moi, j'aime bien aller de toutes parts. Voilà. Et que vous dire d'autre? On a notre portefeuille client et autant pour de la technologie on va dire de la technologie de pointe telle que l'analyse de l'air, voilà, des choses un peu pointues, que des artisans, comme je disais tout à l'heure, les artisans dont je parlais, donc des structures qui sont plutôt dans le paysage, dans la plomberie, voilà. Après, plutôt des sociétés à partir de 45 salariés, pas l'artisan qui est tout seul parce que lui, voilà, il a juste besoin d'être sur Internet et d'avoir des réseaux sociaux. Et là, on peut l'accompagner, mais du coup, on ne fera pas le travail dont on parle aujourd'hui. Mais ça fait partie aussi des gens qu'on a le plaisir d'accompagner. Et puis aussi dans le service, par exemple, des experts comptables, voilà, des gens avec qui on arrive à travailler, du moment que ce sont des gens qui ont envie d'opérer une certaine transformation ou d'ancrer quelque chose et voilà, de passer au mode professionnel de la communication. À savoir que quand on fait une société ou parfois longtemps, on se dit que allez, c'est bon, mon fils va bien faire mon site internet, mon imprimeur, ma carte de visite, voire Vistaprint, et c'est pas grave, c'est pas grave de le faire. Pour nous, c'est déjà quelque chose de fait, donc sur lequel on peut rebondir, donc c'est confortable. Et pour vous, ça vous permet
pour vous et tous les gens qui communiquent, qui ont besoin de communiquer pour l'entreprise, c'est aussi l'occasion d'aller tester, d'aller voir ce que ça donne, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, toute expérience est bonne à prendre. Ah, il y a un petit temps. Ce que j'avais très, très, très envie de dire, quand on lit sur Internet, on trouve à identité de marque ou identité d'entreprise, ça se finit toujours par, bah voilà, c'est des couleurs, c'est des formes, bref, en gros, c'est un logo, quoi. Et ça, c'est mon bâton de pèlerin. Un jour, j'espère que je n'ai pas la prétention de devenir la Mercedes Serra de la communication sur l'Isère, mais j'aimerais bien qu'on arrête de croire que l'identité de marque, ça s'arrête au logo, voire à l'identité visuelle quand on voit un peu large. L'identité visuelle, c'est le logo plus tout son univers créatif. L'identité de marque, c'est vraiment autre chose et c'est vraiment beaucoup plus large. Ça va chercher ce que je disais tout à l'heure, les valeurs du dirigeant, la raison d'être de l'entreprise, comment cette raison d'être de l'entreprise et les valeurs du dirigeant se vivent ensemble pour arriver à un positionnement. Donc, il y a une grosse part de réflexion en amont. Ce n'est pas juste la création d'un logo. Et voilà, ça, pour moi, c'est important de le rappeler. Et s'il n'y a qu'une chose à retenir, ce serait ça. La création d'un logo ne peut pas se faire juste avec un portrait chinois ou bah, vous faites ça, une demi-heure au téléphone et hop, je vous fais un logo, ça va vous coûter 500 € et c'est fait. C'est pas grave hein, si c'est fait comme ça, c'est pas grave, mais véritablement un logo, si vous voulez, sur la durée, toute cette partie amont de réflexion qui est un travail caché, qui se finit par des PowerPoint qu'on s'envoie par mail, qui ne se voit pas, hein, c'est toute la face cachée de l'iceberg. Néanmoins, sous-tend la réflexion, et ça, je pense que quand on parle stratégie d'entreprise, ça doit quand même être un effet révélateur pour vous. Et si on rentre un petit peu dans le détail de ce que l'on fait, de ce que l'on voit dans notre façon de travailler, donc la marque, on l'a vu tout à l'heure sur Apple, elle influence nos décisions. On est tranché. Moi, je préfère un Apple, moi, je préfère un Android. OK. On a quelque chose qui est assez tranché. Et en fait, même pour des biscuits, on est tranché. Et parfois, je ne parlerai pas des vêtements, mais même pour des voitures, on est tranché. Même pour des choses du quotidien, on est tranché. L'eau, le coca, moi, je préfère celle-là, j'aime pas ça. Enfin, voilà, on a toujours un petit truc qui fait que... voilà. Hein? Une préférence? Merci. Ah, C'est ça, voilà, le résumé. Hop, on est descendu au slide. C'est ça, c'est comment on va faire pour faire la préférence. Comment on va faire pour créer cette identification, en fait? Comment on va faire pour générer de la confiance, apporter un gage de confiance, mais prouver, parce qu'on ne va pas... la communication, ce n'est pas du vent, ce n'est pas vrai. Si on vous le dit, le marketing, c'est du marketing, cette fameuse phrase-là. D'abord, marketing, ce n'est pas de la com. Et en plus, ce n'est pas vrai que ce n'est pas du vent. Tout se mesure. Après, il faut se donner les moyens. Tout se mesure. Donc, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui doit s'appuyer sur des preuves. La loyauté aussi, générer de la loyauté vis-à-vis de la marque. La loyauté qui va générer du coup de la fidélité vis-à-vis de cette marque. Quand on est amateur de granola, on reste amateur de granola jusqu'au bout. Quand on préfère les chewing-gums Hollywood, on reste Hollywood jusqu'au bout. Souvent, on a alors après, il y a le cerveau, hein, les neurosciences, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais on crée des habitudes, des autoroutes neuronales qui font qu'on n'a pas bien envie de changer, puis on n'est pas trop prêt pour le changement. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on génère cette fameuse préférence qui est vraiment ancré dans ce fameux positionnement. Et puis, on a relevé qu'en fin de compte, 95% de nos décisions sont issues de nos émotions. Alors ça, on n'en parlait pas. Hein. Quand moi, j'étais à l'école, on parlait des sociostyles, j'avais des cours de sociologie pour voir comment fonctionnait l'être humain. Aujourd'hui, on rentre dans les détails de l'émotion, comment ça se passe. Avec les neurosciences, on sait comment on peut, en plus, les capter. C'est aussi pour ça qu'on a une image un peu de manipulateur, hein, parce que du coup, comme on sait comment fonctionne l'être humain, forcément, on va aller chercher les leviers qui vont bien.
notamment le levier de la peur, qui est un levier énorme pour faire de la communication et de la promotion notamment. Donc, 95% de nos prises de décision sont faites sur les émotions. Je vous invite à tester vos prochaines décisions et vous allez voir que finalement, c'est quand même assez souvent ça. En plus, aujourd'hui, on a l'injonction de le faire parce que dans le bien-être, il faut faire ça. Mais de fait, on le faisait déjà. Donc, la préférence va avec l'émotion. Émotion et sensation? Ou d'abord, Tu me lances dans un sujet là? non, Bon, bah, moi, oui, oui. oui. D'accord. Ouais. Sensation d'abord, émotion après. Enfin, tu finis par des émotions. Ça dépend comment tu sais te lire toi-même. Mais, ouais. Non, mais voilà. C'est pas pour te piéger. Hein. Non, mais là, tel que tu me vois, là, tu vois, je pourrais t'en parler des heures de ça. Non, les deux, oui. Ouais. Les deux. Alors, nous, pour arriver à ce travail-là, comme on le disait tout à l'heure, on va aller chercher le fameux pourquoi, hein, le why de la création, pourquoi on a fait ça, la raison d'être, elle est basée là-dessus. Et puis aller chercher les intentions qui sont là, ce qui fait que, voilà, même quand c'est difficile, hein, le prochain expresso, c'est là sur comme c'est dur en ce moment. Même quand c'est dur en ce moment, on arrive quand même à se lever. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas pu se lever ce matin, mais on a quand même réussi à venir. Et puis, en tant que dirigeant, on est là, et puis on tient le bout, et puis on y va, quoi. Et puis même pas peur. Et puis, quand ça ne va pas, on vient faire un tour ici, on se regonfle, et puis c'est reparti, quoi. Donc, vraiment, cette intention, cette raison d'être et les valeurs qui nous portent sont vraiment ce qui va faire qu'on va tenir le coup et tenir l'entreprise. Néanmoins, l'identité de marque, c'est une composante complètement attribuée à la stratégie globale de l'entreprise. On a parlé un peu de communication, mais en fait, quand on parle, nous, d'identité d'entreprise, on n'est pas encore à la partie communication. Et c'est pour ça que ce travail-là, qui va soutenir effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la création du logo, va aussi soutenir l'ensemble des politiques de l'entreprise, qui peuvent être la partie RH et la partie recherche et développement, la partie marketing, qui n'est pas de la communication, qui n'est pas du commercial, l'expérience client, le commercial, la communication et le reste, la finance. Voilà, je ne suis encore pas allée voir des financiers pour partager ça, mais je suis sûre qu'on a des influences. Quand les valeurs sont environnementales, par exemple, on va aller chercher des choses qui sont en rapport avec ça. Donc, on a 3 phases pour travailler cette identité d'entreprise. On a la mentalisation de l'entreprise, de la marque, pardon, qui est donc une phase de réflexion qui passe par des moments d'interview, des moments d'interview en confidentialité, qui peuvent être des moments un peu émouvants, sensationnels. Voilà, on peut effectivement aller chercher des choses au cœur des dirigeants qui sont fortes et puissantes. Et c'est tout le travail de maïeutique que nous, on va mettre en place pour pouvoir faire parler les gens et aller chercher ce qu'il y a. Hein, le pourquoi, avant de le trouver, on va parfois creuser. Hein. Un entrepreneur qui a déjà, je ne sais pas moi, 20 ans d'expérience, son pourquoi, des fois, il l'a rangé bien au fond derrière les tableaux de bord et il ne s'en souvient pas. Hein, donc, il faut aller chercher un peu plus loin et aller voir la belle histoire qu'il y avait au départ. Donc, on a toute cette partie qu'on appelle la mentalisation parce que c'est plutôt une partie de réflexion. Ensuite, on a la plateforme de marque. Donc là, ça va poser en noir sur blanc ce qui est la raison d'être, la mission, les valeurs, jusqu'à rédiger un positionnement sur lequel on va pouvoir se fixer. Positionnement de marque, pas le positionnement marketing qu'on voit on le met, mais ce n'est pas le fameux mapping, voir si on est haut de gamme, moyenne gamme, ce n'est pas ce positionnement-là dont on va parler. C'est vraiment le positionnement, le cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on va aller chercher au cœur? Et enfin, la partie territoire de marque qui va être là davantage créative. Et là, on va aller apporter, on convie nos partenaires créatifs lors de ces restitutions pour recevoir les informations sur les formes, sur les couleurs, sur les mots. Donc, on apporte un champ lexical, une palette de couleurs, des orientations de forme et puis un mood board, donc des images qui se réfèrent à l'univers qu'on va pouvoir créer.
que le graphiste va créer. Alors, nous, on est toutes les deux, on est plutôt sur la partie stratégique, on n'a pas de graphiste. On sait faire, Clara, moi un peu moins maintenant. On sait faire, mais on préfère rester en pilotage à l'extérieur pour pouvoir aider le dirigeant à garder un œil critique sur ce qui va être fait et vraiment trouver une réponse à ce qu'il attend. Et par contre, nous, notre enjeu, ça va être de trouver le graphiste qui va bien en face du besoin. Ça peut être un sujet sur le genre, ça peut être un sujet sur la sensibilité graphique, ça peut être un sujet de délai parfois, si on a un sujet comme ça, même si ce n'est pas le premier levier qu'on actionne. Mais en tout cas, voilà, on va essayer surtout une sensibilité entre les gens. Laura, Oui. Moi j'ai une question. On parle de l'identité du dirigeant. Si par exemple ton dirigeant il a sa personnalité, son identité, etc., elle est très vieille France, vieille école, archaïque, etc. Alors que son entreprise, ses produits sont leaders, il est amené à se développer, etc. C'est pas évident d'arriver à lui faire comprendre que son entreprise, c'est une chose avec ses produits et que coller parfaitement à son identité à lui, c'est dangereux, quoi. Alors, quand on en est à l'interview, par exemple, on n'est plus là. S'il reste coincé, il ne viendra pas. D'accord. En fait, là, pour le coup, il ne viendra pas parce qu'effectivement, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Et alors, pour le coup, je vous livre un secret, ils sont très nombreux. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la communication, comme on confond communication, marketing et commercial, tant que le carnet de commandes est plein, c'est pas grave. Donc, je fais faire mon site par mon fils, mes flyers par mon imprimeur. Oui, on a un papier, on ne dit pas ce qu'il y a à dire. Donc on fait, voilà. Et c'est vraiment... Et puis, quand il y a des coupures budgétaires, on attaque par la com. Voilà, c'est ça, parce que de toute façon, la com, c'est du marketing, c'est du vent, donc ça ne sert à rien. Donc, on a encore des mentalités qui sont véritablement ancrées là-dedans parce qu'on se dit que la communication, c'est pour vendre et que du coup, et donc l'identité de marque, c'est pour vendre aussi, et du coup, j'en ai pas besoin. L'identité de marque étant encore un truc réservé aux gros, quand même, pour l'instant. Et du coup, on se dit, bah, j'ai pas besoin. Si j'ai un site internet, ça le fera. Si je suis sur les pages jaunes, ça le fera. Enfin bref, il y a encore plein de choses qui sont là. Ceux qui ne sont pas prêts, sont pas prêts. On ne fera pas manger de la viande à un vegan. Moi, je ne me bats pas. D'ailleurs, je ne peux pas. Mais l'idée, c'est pas d'aller convaincre des gens qui ne seront pas convaincables. Ça ne se dit pas, mais ça sera trop difficile. Enfin, moi, si j'arrivais à être influente là-dessus, mais avec plaisir, je le ferai. Enfin, c'est dans ce cas-là, tu n'essayes pas pas de l'influencer, mais de lui faire comprendre, de dissocier la cible à laquelle il s'adresse et lui. Si, bah alors après on essaye, mais si tu veux, quelqu'un qui n'est pas prêt, moi je ne suis pas coach, je ne suis pas psy, je suis pas, tu vois. Donc si tu veux, moi je peux pas, ce travail-là, je perdrais trop de temps. Non, d'accord. En fait. Mais effectivement, mais par contre, il y a encore beaucoup de gens qui sont là, qui font souffrir leurs équipes. Parce qu'effectivement, bah, quand on fait un produit innovant, mais que derrière, c'est quelqu'un qui est... et on ne parle pas d'âge, ni de sexe, mais quelqu'un qui ne va pas, quoi. Ben, voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de... mais qui quand même propose des choses innovantes, c'est hyper contradictoire. Là, on est en rupture de cohérence, du coup, c'est pas OK, quoi. Mais c'est pas OK pour qui, du coup? Pour l'interne, les clients, à la limite. Steve Jobs était un mauvais manager, ça ne nous a pas empêché d'acheter des Apple, par exemple. Donc, par contre, bon, lui, il a une vision différente. Mais non, mais oui, ouais, c'est un sujet. J'ai envie de dire que c'est un sujet, ça veut dire que ça laisse la place à tous ceux qui ont envie d'aller de l'avant et qui ont compris que mais ça ne va pas tarder que la concurrence débarque, quoi, par tous les moyens. Souvent, ça va être soit il y a un incident dans l'entreprise et ça pousse le dirigeant à se questionner sur son positionnement, soit ils veulent évoluer parce qu'ils se rendent compte que le marché est en train de bouger et qu'il va falloir rester présent sur le marché. C'est ça. Exactement. Merci, Floriane. En fait, c'est l'objet du coup de la suite. C'est quelques exemples. À quel moment ça se passe?
À quel moment ça crante, en fait, dans effectivement l'esprit du dirigeant? Parce que tu parlais de l'identité du dirigeant. Moi, je ne vais pas sur l'identité des gens, hein. Je parle de l'identité de l'entreprise. D'accord. Tu vois, c'était marqué identité du dirigeant. D'accord. Bah alors, je suis pas coach et pas psy, donc je vais pas travailler sur les gens, je vais les questionner jusqu'où je peux, mais je vais pas les transformer. Ouais. Tu peux les amener à cette réflexion. Oui. En entamant ce processus aussi. Ouais. Mais mes Et après, entretiens. c'est à lui de faire une part du chemin. C'est ça. Mais les entretiens que je pousse à ce niveau-là, c'est des entretiens où on est déjà d'accord sur la suite. Ouais. Et si on t'a sollicité, c'est que on voudrait avancer. Ouais, c'est ça. Je vais pas. Alors, ça pourrait être l'objet de faire des conférences à des gens qui ont envie de changer et commencer à faire mûrir l'idée. Mais les entretiens que qu'on mène avec Lara sur le questionnement, il est vraiment après cette phase de sensibilisation. Donc non, on ne fait pas, mais peut-être qu'un jour, on fera de la sensibilisation et qu'on aura besoin de la CPM. Non, ces étapes, elles se font quand il s'agit de Alors, il peut y avoir un choc de l'entrepreneur où il se dit « Oh là là, mais pourquoi j'ai fonctionné comme ça pendant si longtemps ?» Donc, soit il est tombé en roller, soit il a sa fille qui lui a fait un feedback, waouh, soit c'est ses salariés, ça, j'en sais rien, un petit choc là, un petit truc. Hein, le fait de perdre un marché. Voilà, et sinon, des choses très… On a une couleur, en fait, ça. Ouais. C'est une bonne image. Le fait de perdre des collaborateurs. Et alors, donc voilà, je donnais les exemples un peu plus perso, mais après, voilà, c'est lancement de gamme. Et alors là, on a toujours fait du ça, comme on veut faire du ça, comment on le fait. Sur un terrain, parce qu'on lance une gamme, parce que l'autre s'est saturé, comment on fait pour faire autre chose. Changement de stratégie d'entreprise, diversification de l'offre, changement de direction, reprise aussi, la reprise d'entreprise est un sujet. Démarche RSE. Et j'en passe, hein, la liste pourrait… voilà. Mais quand il y a un truc qui, dans l'entreprise, bouge les lignes. Et là, le dirigeant, il a voulu bouger les lignes de l'entreprise, il est obligé de se bouger les lignes dans sa tête et de se poser les vraies questions. Et c'est là que le Covid a été un accélérateur pour plein de trucs, et notamment pour ça, où là, les dirigeants commencent à dire… Ouais, là, je suis arrivée au bout de ma cible, là, je suis arrivée au bout d'un système, là, je suis arrivée au bout de mon principe de commercialisation, là, je suis arrivée au bout de quelque chose, quoi. On est en train de toucher des choses qui remettent en cause, en profondeur. Il y a les changements les habitudes de consommation qui viennent tout bousculer. C'est ça, dû à l'inflation, dû à la guerre, dû aux changements environnementaux, exactement. Exactement. Il y a les signes, là, on vous a établi une petite liste de signes forts, mais il y a tous les signes faibles dont qu'on ressent tous, hein, de toute façon. Hop. Et donc, la création de marque, c'est pas synonyme de création d'activité. Souvent, on me dit « Ah, mais oui, donc tu travailles pour les créateurs. » Oui. Un créateur qui a un peu envie de se creuser la tête, bien sûr. Mais ce n'est pas que pour la création d'entreprise. C'est aussi quand il y a un développement, quel qu'il soit, de l'activité, croissance externe, changement d'offre et autres, ou une forme de transformation. Du moment qu'il y a une envie de transformation, du moment que le dirigeant est lui-même en phase, donc il y vient tout seul en fait, hein, qu'il est déjà en phase de transformation, c'est le moment d'aller se poser les questions et d'aller mentaliser tout ça pour pouvoir poser quelque chose qui va tenir la route longtemps. Et l'idée d'aller chercher les valeurs du dirigeant, c'est pas la méthode que je suis en train de vous exposer comme ça, c'est que je l'ai fait une fois que j'ai eu fini le premier travail pour notre premier client. Je me suis dit tiens, mais c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose de mes yeux courts. Et je me suis dit, tiens, ça s'appelle identité de marque, ce que j'ai fait. Mais sur le coup, je ne l'ai pas fait du tout dans ce sens-là, parce que la demande, je commençais, j'étais encore en portage, je ne savais encore pas comment j'allais facturer. Et la demande, c'était, je voudrais un nouveau site Internet. Et puis, je viens de racheter une société, je ne sais pas si je garde les deux logos, les deux noms, qu'est-ce que je fais? Et à la réflexion, du coup, je lui ai créé cette identité-là de l'entreprise.
Et c'est après coup que c'est devenu une identité de marque. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, les valeurs du dirigeant, qui était le frère, qui sont 2 frères à avoir repris l'entreprise familiale, et c'était il y en a un qui a pris le lead sur la gestion, l'autre est resté sur la partie plus opérationnelle de leur société. Et en fait, c'était sur les valeurs de cette personne-là, clairement, qu'on est allé s'appuyer pour travailler tout ça. Et 8 ans plus tard, le personnage n'ayant pas régressé sur ses valeurs, il a vachement évolué sur plein de choses. C'est une personne qui est hyper innovante et sur tout, son secteur d'activité, sur sa façon d'être, sur le développement personnel, sur l'innovation managériale, plein de choses. En fait, c'est vraiment ça. Et on a cranté là-dessus et ça reste aujourd'hui une marque qui, 8 ans plus tard, n'a pas pris une ride et qui est en train de prendre un envol sur société à mission. Et on peut garder la raison d'être de départ, qui n'avait pas été écrit raison d'être avec voilà, parce que je n'avais pas tout ça, mais qui reste effective et qui tient la route et qui va tenir la route longtemps. Parce que c'est posé sur la personne et tant que ce sera lui, ce sera comme ça. Lui et son frère, parce qu'en fait, on parle souvent de lui, mais en fait, moi, j'ai pas de frères et sœurs, mais eux, ils sont ensemble très proches et donc ils ne vont pas l'un sans l'autre. Tant que ce sera eux et pas leurs enfants, ça sera comme ça. Voilà, j'ai commencé à digresser, je vais essayer d'arrêter, sinon je vais me perdre. Voilà, donc pour dire que la création de marque, création d'identité, alors on parle d'identité de marque, nous on a essayé de simplifier en parlant d'identité d'entreprise pour que ce soit plus compréhensible, mais globalement ça s'appelle identité de marque dans notre jargon. Et voilà, donc c'est vraiment cette mentalisation, positionnement, la plateforme de marque avec la raison d'être jusqu'au territoire de marque sur l'univers, voilà, qui peut se décliner de façon graphique. Un autre exemple qu'on avait envie de partager, c'est pour vous montrer que effectivement c'est bien. Voilà, on l'a mis en photo quand même. C'est bien, ouais, bah quand même. C'est bien, les grosses structures le font parfaitement. Je suis abonnée à des newsletters sur LinkedIn ou des choses comme ça sur la raison d'être et en fait, c'est souvent les grosses boîtes qui circulent. C'est souvent, là, on parle beaucoup de RSE, donc c'est souvent l'occasion de ça pour avoir les statuts. La loi Pacte impose que les statuts, la raison d'être que la raison d'être soit dans les statuts pour être entreprise à mission. Donc, du coup, ça provoque des réflexions. Du coup, ça provoque beaucoup de communication, mais on le voit que sur les grosses structures, quoi. Qui parfois reviennent de loin, hein, parce que avant que ce soit beau comme ça avec Georges Poney et autres, hein, parce qu'on n'en est plus tout seul, la relève est assurée. Voilà, donc je vous montre des exemples un peu qu'on connaît tous pour pouvoir se fixer aussi sur ce que ça provoque. Mais ça marche aussi pour les structures à taille normale qu'on connaît tous. Donc la raison d'être de Nespresso, c'est d'être en quête du geste parfait et de l'émotion pure. Donc déjà, quand ça fait un moment, hein, et donc c'était déjà sur l'émotion. Et vraiment ce côté de perfection et de pureté. Et la mission, c'est de permettre à chacun de se faire une tasse d'espresso parfait, d'espresso, le vrai espresso italien. D'avoir vraiment cette perfection de la tasse. Donc, quand on se dit ça, on se dit, ah bah, c'est pour ça que la machine, c'est cette machine, c'est pour ça que la capsule, la tasse, elle doit être la machine. Enfin, il y a un côté, effectivement, qui est hyper fluide, quoi. Et ça, c'est ça l'univers de la marque. Donc là, on va aller chercher tout le design produit, tout le design, toute la R&D. Voilà, les inventeurs de la capsule, il y a dû faire, hein, ils ont dû réfléchir un moment avant d'arriver à ça. Et donc, les valeurs, c'est alors, j'ai mis prétention, je ne suis pas sûre du mot, mais c'est prétentieux, en fait. C'est ce côté un peu prétentieux, comme l'avait Apple, enfin, comme l'a Apple. Mais du coup, prétentieux, côté élite, en fait. Hein, c'est voilà, unique, c'est luxe, c'est un peu. Comment? Quelque chose qui sort du lot. Qui sort du lot, qui se mérite, quoi. Hein, il y a un petit côté. Voilà. Et là aussi, hein, je ne sais pas comment. Élitiste. Mais
Moi, j'ai des capsules, moi, j'ai des dosettes Senseo, moi, j'ai mon filtre à café, moi, j'ai mes grains. On a tous aujourd'hui un truc à dire sur le café. Avant, c'était un café, puis c'était tout, quoi. Enfin, à mon âge, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est un café, voilà. On en fait tout un plat. Donc, on a ce côté-là, et du coup, on est rangé par catégorie. T'as ta Nespresso, t'as ta Senseo, t'as ta Tassimo, je sais pas quoi. Donc, ils ont réussi aussi à faire ça parce qu'ils ont bien travaillé, leur marque. Et l'autre part, c'est l'humour, parce que quand même, trop de prétention, ils ont dû se dire, quand même, ça fait un peu. Donc, Et, ça pardon. génère l'émotion. Oui. L'humour est un super vecteur en termes de communication. Et l'humour est un super vecteur en termes de communication qu'on nous demande tout le temps maintenant, depuis qu'il y a des marques qui s'amusent à faire de l'humour. J'ai un avis tranché sur la question. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention, parce que l'humour, il faut être bon dans l'humour, quoi. Voilà. On ne peut pas rire de tout, mais actuellement, on voit beaucoup de publicités à la télé qui surfent sur l'humour. Hein. Oui, non, mais c'est un mouvement, hein, clairement. Hein, c'est une vraie tendance. Hein, c'est une vraie tendance, l'humour. Hein. Et on nous le demande, hein, c'est ce que je dis. Hein, on nous le demande. Si on regarde les publicités d'Intermarché actuellement, elles alternent. Un coup, c'est l'humour avec le petit garçon là, mais ton copain, il est fou de te dire que la petite souris à 1 euro. Il y avait un coup l'humour et après, ils jouent sur l'émotion, vraiment créer de l'émotion. Ils alternent, mais c'est très marrant leur publicité. C'est ça. Ils vont chercher les leviers de la société, en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Et alors, les leviers de la société, ça, c'est ce qu'on a en ce moment en France, post-Covid. C'est pas les mêmes en Asie, c'est pas les mêmes ailleurs, en fait. Hein. Donc, on peut pas avoir. Ça va vraiment chercher comment fonctionne comment on fonctionne aujourd'hui. Et selon sa cible, on va aller chercher selon si on est petit, grand, âgé. Mais effectivement, c'est une forte tendance. Mm. Et je voulais aussi vous transmettre du coup le fameux client dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est notre client, société de Chambéry qui fait du paysage, donc voilà, qui il y a 8 ans maintenant racheté une société de piscine avec qui il travaillait déjà depuis longtemps et qui reprenait donc l'entreprise familiale avec du coup déménagement, enfin bref, il y avait plein de choses qui changeaient, qui auraient pu être tout à fait anodines. Hein. Il y a des gens qui déménagent, qui rachètent et qui développent, qui font rien de particulier. Là, par contre, le dirigeant, il s'est quand même dit, mince, qu'est-ce que je fais de mes 2 logos? Ça a été sa première alerte. J'en ai 2. Est-ce que je mets ce logo de piscine de l'autre, je le mets à ma sauce? Est-ce que moi, je suis tout en vert parce qu'il avait un logo très vert? Forcément, les espaces verts. Et l'autre très bleu, je fais du vert, du bleu. Je fais comment? Je garde 2 logos, je garde qu'un logo. Bref, on est allé en compétition avec d'autres agences. Donc, quand il y a plusieurs agences qui se partagent, ça s'appelle une compétition. Donc, on est allé en compétition. J'ai pas répondu ce que voulait le dirigeant. Néanmoins, on a gagné la compétition parce qu'il a vu qu'on allait aller gratter un petit peu plus loin que juste faire le dessin d'un logo, donc juste faire cette fameuse identité visuelle, et qu'on allait avoir quelque chose d'un peu différent. À l'époque, ce qui m'a permis de réfléchir comme ça, alors que je venais quand même d'un milieu où la réflexion, quand on est salarié, on nous en laisse pas trop. Hein, voilà, mais là, moi, je bossais pas, je savais même pas comment j'allais facturer, enfin j'étais libre. En fait. Cette liberté m'a vraiment donné l'occasion de me dire je vais réfléchir à ça, je vais faire que ça va être super. Voilà. Et du coup, voilà, ça a entraîné aussi, c'est aussi né là-dessus, quoi, sur cet esprit libre. Donc du coup, leur raison d'être, c'est d'être un acteur autant végétal que minéral au service du bien-être et du bien-vivre dans ces espaces extérieurs, puisqu'on est donc c'est création de jardin, création de piscine, spa. La mission, c'est de créer des jardins avec des piscines en harmonie avec la nature. Donc, vous avez sûrement envie de dire que ouais, ça va quand même les piscines. Voilà. Donc, ils ont fait pas mal de recherches. Ils sont associés avec des groupements qui font de la R&D sur de la piscine
100% environnemental, ce serait mentir, hein, mais la peinture non plus, c'est pas 100%, enfin, c'est compliqué d'y aller, mais en tout cas, ils font un gros effort sur cette partie-là. Quitte à se couper de cette activité, si un jour ça devenait plus OK. Ils font beaucoup de R&D aussi sur la partie entretien, qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires, ils n'en utilisent plus, par exemple. Donc là, pareil, ils ont des équipes entières, ils ont des labos avec lesquels ils travaillent. Enfin, ils font un gros travail là-dessus pour aller là, avec beaucoup d'avance par rapport à leurs confrères concurrents. Le dirigeant fait partie du syndicat national de leur métier et du coup, ils portent aussi ça pour que les futurs paysagistes, que ce soit des paysagistes tout seuls qui se mettent à leur compte ou des sociétés de paysage comme eux, et ça et ce sujet en eux, quoi, de se dire mais on peut plus ne pas respecter l'environnement. Et Christophe me disait, le dirigeant me disait, moi j'ai été élevé au phytosanitaire, par exemple. On a le même âge, donc plein de choses pas bien. Hein, voilà, à cette époque-là, on avait, fallait faire du phyto, fallait que les allées soient nickel et pas une merde qui se dépasse, et puis il fallait du propre et que la pelouse soit tondue tout le temps et que, enfin voilà, les jardins, on en voit encore hein, d'ailleurs, mais voilà, fallait que ce soit nickel, nickel, nickel. Donc lui, il sait que sa façon de penser, ça lui revient, quoi. C'est sa formation, ça revient. Donc il a des gens avec lui, il a embauché des gens qui ont justement cette façon de penser différente. Et c'est en ça qu'il a aussi cette innovation managériale d'accepter, de challenger. Voilà. Donc c'est aussi, voilà, c'est des gens quand même qui sont OK pour faire ça, quoi. Et donc les valeurs, c'est l'innovation avec un S parce que il y en a, voilà, il a vraiment ça en lui, donc il y en a plein. Et donc l'environnement vers lequel il se dirige. Et la baseline, donc on a complètement recréé le logo. Et qui est donc leur nom de famille, en fait, mais on a recréé ça, avec la baseline qui est Réinventons dehors. C'était vachement avant le Covid quand même, hein, le Réinventons depuis... on l'a piqué. La baseline, c'est toi qui l'as... Hein? La baseline, c'est ton agent. C'est moi, ouais. Ouais. C'est moi. Et il n'en avait pas avant. Non. D'accord. Si, il devait être créateur d'espace extérieur. Ouais. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre l'avant après, effectivement. Oui, c'était ça. C'était ça, comme tous les autres, en fait. Donc voilà, ils ont même un concurrent qui se veut, ils sont tous, ces concurrents, c'est forcément des gens qui font des jardins un peu, des beaux jardins. Et donc le concurrent a fait un nouveau logo et il s'est mis en or, sur fond noir avec un logo en or, pour dire c'est des jardins de luxe. Fastoche. Mais ok, hein. Moi tant qu'on a ça en face, c'est bien hein, pour nous, hein. C'est facile quoi. Voilà. Pour vous donner un peu voilà, ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, donc cette entreprise va très très bien et le logo n'a pas pris une ride. Circule sur les camions dans tout Chambéry, la Savoie et même commence à arriver dans le Grésivaudan. Et aujourd'hui, ils ont la facilité de pouvoir commercialiser, recruter. Voilà, ils ont plein de leviers achetés, plein de leviers facilitant grâce à ce travail qu'on a fait ensemble au départ. Donc, du coup, on a créé tout un univers qui va avec, puisque maintenant, il y a aussi un showroom sur la partie piscine. Et donc, l'identité de l'entreprise, c'est vraiment ça, créer un univers dans lequel le client va s'identifier. Par exemple, les clients de cette société, on a créé des événements quand on a lancé tout ça, un gros événement et puis ensuite des plus petits événements. Et franchement, leurs clients piscine notamment, ils achètent des piscines Gontier, ils n'achètent pas des piscines d'un autre. Enfin, même pas de joyaux, parce que de joyaux, c'est de la coque, mais les piscines en dur, hein, ils creusent le trou, ils font le béton. Piscine ce qu'on appelle la piscine traditionnelle, il y avait une appartenance à dire, moi, j'ai ma piscine Gontier, quoi. Vraiment, c'était ça, quoi. On arrive à provoquer. C'est une PME de Chambéry. Ils avaient au départ 45 personnes, 6 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils sont à plus de 60 personnes et pratiquement 10 millions de chiffre d'affaires. Ils ont fait ça, ils ont réussi à faire ça, quoi. Et ça tient à la preuve. On s'est basé sur la preuve.
C'est-à-dire que les valeurs du dirigeant, elles sont vraies et ça marche. La capacité à faire de l'innovation, à faire du bon boulot, ça marche. Ça ne se fait pas tout seul non plus. Hein. Quand même que le terreau soit réel. Et du coup, ce qu'on veut aussi vous dire, c'est que toute entreprise peut devenir une marque. Ça a été un sujet aussi quand on a commencé. C'est oui, non, mais moi, je ne suis pas une marque, ça va, je suis une entreprise. On se rabaisse, hein. Moi, je suis une TPE, moi, je suis une PME, je suis locale. Ma zone de chalandise, c'est Chambéry et les alentours. On ne s'emballe pas, quoi. Je ne m'appelle pas. Voilà. Et bien, en fait, si. Et toute entreprise est une marque. Pour moi, la marque, c'est l'entreprise et son dirigeant ou son équipe dirigeante. Mais en tout cas, toute entreprise a cette vocation à l'être et à le devenir pour le bien-être de son écosystème. Et son écosystème, justement, c'est tout ça. Donc, identité de marque, on en a bien parlé. La marque grandeur, c'est ce qu'on en parle souvent. C'est des mots un peu, c'est pas des mots inventés parce qu'on les connaît, mais sur la base de la marque employeur, je me suis dit qu'en fait, ce serait assez clair d'expliquer que la marque grandeur, c'est tout ce qu'on connaît à travers les sites internet, voilà, ce qui découle de la communication. Mais en fait, la marque grandeur, c'est quand on cherche à faire de la vente. Et du coup, quand on fait de la communication, de la publicité, de la communication commerciale, on se trouve ici. Et on rajoute aussi le marketing, puisque le marketing, c'est l'étude des clients, l'étude des marchés. Donc, on est vraiment sur cette partie vendeur. Et l'identité de marque plus les stratégies commerciales, marketing et communication, ça crée ce qu'on pourrait appeler la marque vendeur. En tout cas, ce que nous, on appelle la marque vendeur. Si on associe la marque avec l'identité de marque, avec les politiques achats, j'ai mis les parce que dans les achats, il y a plein de solutions, hein, il y a plein de choses. En tout cas, Laurent Tresson, qui était adhérent ici, avec qui je partage les sujets d'achat, qui est un acheteur externalisé, me confirmait qu'effectivement, aujourd'hui, pour être un bon client, on se doit aujourd'hui, une société qui, par exemple, consacre 50% de son chiffre d'affaires en achat, se doit d'être un bon client pour ses fournisseurs et doit avoir une forme de preuve, doit prouver des choses à son fournisseur, notamment le fait de payer, le fait de savoir revendre, enfin, il y a plein de choses qui sont, et du coup, de transmettre des valeurs. Donc, ça devient la marque acheteur et puis la marque employeur, du coup, que vous connaissez, le terme que vous connaissez, c'est au moment où on l'associe aux politiques RH. Quand on dit politique RH, c'est les politiques de rémunération, c'est les politiques de formation, c'est les politiques… il y en a plein. Et là, on a aussi une adhérente avec qui on travaille, qui est Capucine Jubin, pour créer des marques employeurs. Et puis aussi le recrutement, qui est une partie de cette partie RH qui est englobée dans toute la partie RH. Donc, qui fait partie de la marque employeur, mais qui n'est pas que… Enfin, c'est pas que le recrutement qui fait. Souvent, pareil, là aussi, on confond. Marque employeur, en fait, faites-moi une page carrière sur mon site internet et envoyez des posts sur les réseaux sociaux parce que j'ai besoin de recruter. En fait, la marque employeur, c'est pas que ça. C'est un petit bout, c'est le petit bout de la lorgnette, encore une fois. Il y a plein de… Ça englobe toutes les politiques RH. Tu valides? Oui, non, ouais, c'est un sujet qui est de plus en plus important. Ce que je souhaite juste souligner, c'est qu'on n'arrête pas de parler d'identité de marque pour les grosses boîtes. C'est comme tu l'as justement dit. C'est une vraie nécessité maintenant pour les petites entreprises de travailler sujet justement pour être très attractif, faire venir à eux des collaborateurs, mobiliser, motiver et qui ne restent pas. C'est ça, fidéliser. Noyé par les mêmes petites boîtes. C'est vraiment un vrai sujet à travailler. Noyé par les gros, c'est ça. Mais c'est exactement ça, et je te remercie pour ton témoignage, mais c'est exactement ça quand on fait les achats aussi. Quand on est aux postures d'acheteur, en fait, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un mauvais paiement, il y a plein de risques aussi là. Donc, on a besoin aussi de faire ces preuves. Mais j'ai envie de dire, quand on cherche un banquier, ou qu'on veut garder son banquier et que la conjoncture est un peu difficile, bah, c'est pareil.
il y a besoin d'avoir réfléchi à ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous dire, vous venez avec votre PowerPoint, j'ai ma raison d'être et le banquier va être d'accord. Hein. C'est un peu, voilà, ça sous-tend quand même d'avoir une politique financière de gestion qui soit en adéquation avec tout ça. Mais de montrer une forme de cohérence à quel que soit le partenaire, quel que soit l'interne, enfin à l'écosystème, déjà c'est rassurant, quoi. C'est rassurant. Et on peut parler d'alignement, on peut parler, enfin voilà, si l'entreprise elle est toute désalignée, bah ça se voit, ça se voit pas en fait. Je confirme sur la partie RH parce que c'est l'employeur qu'on promeut. Oui. Mais qu'une fois qu'on recrute des personnes, il y a une dissonance et qu'on pense qu'on leur a vendu, enfin les gens sont pas du. Bah ça coche pas la marque fidélisation, la coche fidélisation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et on connaît bien les conséquences RH, mais on les connaît aussi commercialement, parce que bah, si on a fait, si le commercial ça va pas, si le produit ça va pas, si le SAV ça va pas, si le prix ça va pas, si on perd la vente ou on perd la fidélité, mais voilà, ça va vraiment, voilà, les marques quelque chose, on peut les associer à l'ensemble des services de l'entreprise. Le mot qui est revenu quand j'ai travaillé là-dessus, c'était le mot partenaire. En fait, est-ce que mon client, c'est un client, c'est-à-dire je lui vends un produit, j'ai vendu, j'ai fait le business, Ouais. ou est-ce qu'on a une relation de partenariat dans l'intention d'arriver à la finalité d'un projet. Ouais. Et après, je me suis dit avec mes fournisseurs, est-ce qu'on est partenaire? Je dis, moi, je ne veux pas un fournisseur, je veux un partenaire qui m'accompagne. Et effectivement, moi, je vais être sérieux avec lui, je vais le payer en temps, en heure, et je vais garder ça à long terme avec lui. Donc, j'ai le fournisseur depuis très, très longtemps. Et j'ai fait pareil avec mes salariés, c'est-à-dire que est-ce que mes salariés, c'est juste mon exécutif et du coup, je paye pour un boulot et du coup, c'est un prestataire ou est-ce que c'est mon partenaire et on est dans la même équipe, etc. Et le fait d'avoir fait ça, je me dis, OK, les gens m'aiment, mes clients m'aiment, mes fournisseurs m'aiment, mes salariés m'aiment. Alors même moi, Georges, pas forcément, mais la marque Tarp Énergie, mes salariés sont contents de venir au boulot, mes fournisseurs sont contents de me livrer. Si j'ai besoin d'un dépannage, ils se font l'honneur de me dépanner. Et mes clients, quand ils rentrent, ils me disent, Georges, j'ai 100% confiance, dis-moi ce qu'il faut faire. Je le fais. Et je trouve que ça, c'est beaucoup de bonheur, en fait, pour le chef d'entreprise. Quand on a gagné le faire aimer, on a gagné le faire agir. Et le faire agir, bah, c'est un prestataire, c'est un fournisseur qui livre dans les temps, qui fera le service qu'il faut, qui va se démener. C'est un salarié qui va se démener, qu'il faudra, enfin, chaque fois que quelqu'un se démène, il faut rendre. Mais voilà, identité, le mot, quand on va regarder un peu, voilà, ça, et c'est ce que disait Mylène tout à l'heure, c'est l'identité du dirigeant. Finalement, au bout du bout, c'est quoi? C'est des relations humaines. Hein. Ce dont on parle là, on pourrait aussi se dire, soyons honnêtes les uns envers les autres, soyons cohérents, puis ça ira bien. Hein. Sauf qu'en entreprise, il y a tellement de choses, ces fameux tableaux d'ordre rentabilité, c'est tirer les prix, c'est tout ça nous dévie un peu de cette cohérence et de ce cœur qu'on a. Enfin, moi, j'ai un peu envie de penser qu'au départ, on est bon. Des fois, voilà, mais en tout cas, c'est ça qui nous tient. Hein. C'est ça qui Dans la stratégie d'entreprise, on a la mission, vision, valeur. Et je pense que ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est la vision. C'est qu'est-ce qu'on veut communiquer. C'est la culture d'entreprise qu'on partage, autant en interne avec ses salariés que ce qu'on veut transmettre comme image à l'extérieur. C'est ça. Alors avant, d'ailleurs, la première conférence que j'ai faite ici, j'appelais ça la vision. Oui, c'est la vision. J'ai appelé ça la raison d'être parce que ça a l'air de parler à tout le monde. Mais quand je dis que la raison d'être, elle a le droit d'être faux folle, c'est vraiment la définition de la vision. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit grande, forte et waouh, impressionnante. Et plus vous aurez des gens autour de vous qui ont dit ça ne va pas, bah si. Il faut être ambitieux. C'est justement ces rêves fous qui nous font avancer et qui font tenir. Juste le rappeler, j'ai la sensation, quand j'observe un certain nombre de mes clients, il y a un début, souvent, il y a un début de réflexion. Oui. Il y a un début de réflexion qui est personnel. Oui, c'est ça. Les gens comprennent bien les tenants et les aboutissants, ils cultivent leur image. Et je pense que ta démarche, finalement, elle est profitable pour aller beaucoup plus loin. Parce que tu as parlé des gens qui font à moitié, qui font site internet, le business va bien, et puis ceux qui entreprennent véritablement.
je trouve qu'il y a un ventre mou de chefs d'entreprise qui ont commencé à amorcer une réflexion et qui n'ont pas jusqu'au bout. Oui, exactement. Exactement. Je veux dire ça très clairement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Je pense que Ouais. il y a 2 jours, il y a vraiment quelque chose. Ouais. Mais en fait, cette prise de conscience, c'est une prise de conscience. Mais moi, je peux pas, enfin, voilà, sauf comme on disait tout à l'heure, de faire des conférences sur la sensibilisation. Pourquoi pas, hein, mais pourquoi pas. Mais moi, je n'interviens pas encore. Voilà. Oui, ils ont besoin d'être accompagnés très clairement. Mais voilà, moi, pour vous donner aussi les coulisses, hein, nous, notre marque, on l'a travaillée. Je l'ai travaillée toute seule. Alors, j'ai eu d'abord un premier… Voilà, au début, mon logo, c'était un compte-fil parce que je voulais appuyer le travail de communicante que je fais sur la mesure. Et un compte-fil, c'est un outil d'imprimeur. J'étais en rose avec ça. Et un jour, je me suis dit, ah, ça ne va plus. Donc, j'ai travaillé ma marque. Et je suis arrivée à cette fameuse signature que vous avez avec une couleur forte et ancrée de la terre, hein, marron, et du orange qui donne un peu d'énergie, du peps et de la créativité et tout ça. Mais je l'ai fait toute seule parce que personne voulait me… Enfin, tout le monde me disait, bah, tu vas y arriver toute seule. Mais ça a été insupportable. Ça a été très, très difficile. Et c'est aujourd'hui, parce que j'ai le regard de Clara, que j'arrive à sortir des trucs. Parce qu'en fait, c'est vachement difficile tout seul. Hein. Prise de conscience tout seul, on n'y arrive pas. Hein. On n'a pas de recul. Mais après, ça, j'ai envie de dire, si je ferai le parallèle à l'être humain. Quand on a un truc qui nous chipote, comment on fait? Ouais, on peut essayer tout seul. On en parle à des amis. On en parle à des amis, il faut tomber sur les bons amis. Enfin, voilà quoi. Hein. Faut-il avoir des gens qui n'ont pas trop de compat, qui sont pas trop empathiques, mais en tout cas qui vont pas que dans notre sens. Voilà, c'est ça. Ouais. Voyez? Un œil critique. Voilà. Il y a un autre mot qui commence par quelque chose. Voilà. Mais c'est ça en fait, et c'est parce que voilà, sortez un site complaisant. Merci. Ouais. Vous sortez votre site internet et demandez à votre réseau. Oh, mais il est trop bien ton site web. Voilà. C'est avec ça on avance, mais… En fait, qu'on a un sens critique, mais il faut des gens qui ont un sens critique positif pour pouvoir s'auto-analyser. Ouais. Objectif. Ouais, en tout cas, qui soit éclairé et qui soit bienveillant. Ouais. Après, voilà, des fois, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être complaisants, mais qui nous font un feedback sur quelque chose. Bah, c'est pas forcément quelqu'un de la profession, c'est pas comme forcément quelqu'un de compétent sur le sujet. Mais par contre, il y aura un œil client, en fait. C'est cette fameuse œil client que nous, en tant qu'agence, on a. Et nous, nos clients, aujourd'hui, on devient les partenaires de nos clients. Ils viennent nous voir, pas pour faire la mise à jour de leur site internet ou pour… alors sur les réseaux sociaux, oui, parce que c'est un peu chronophage, mais il y a des choses sur lesquelles on les emmène vers l'autonomie avec plaisir. Mais cet œil critique, du moment qu'on est salarié, si vous avez été salarié à un moment dans votre vie, on ne l'a plus, quoi. On le perd. Et nous, justement, parce qu'on a du monde de clients différents et qu'on est dans plein d'instances et autres, on garde cet œil critique. Et en tout cas, c'est notre devoir de garder cet œil critique. Quand on a fait notre site internet, on a interrogé 40 personnes avec un canevas de questions qui faisait qu'on avait des personnes qui étaient capables de nous dire en fait, ton pull rouge est nul parce que tu as les yeux bleus et que ça ne va pas du tout. Et donc, peu importe le type de réponse dans le caractère de la personne, eh bien, c'était par la quantité de consultations qu'on a pu avoir un vrai feedback, en fait, avec des gens qui sont plutôt dans l'empathie, etc., mais des gens qui sont capables de dire, écoute, je vais te dire la vérité, pas boum, boum. C'est ça. Et ça nous a beaucoup aidé. Et on fait la même chose, nous, c'est qu'une fois par mois, un mois et demi, on fait des tables rondes, donc un repas avec les salariés. Et une des premières questions qui va sortir, c'est vas-y, crache le morceau, dis-moi, c'est quoi qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a droit à l'erreur et on a le droit de progresser. Et ça aide beaucoup, en fait,
On en prend des fois un peu plein les dents, mais ça fait rien, on note, on voit comment et on va vers des solutions, pas juste la critique. Voilà. Ouais. Bravo.